On en a bien sûr parlé en long, en large, en travers, au cœur de ce qui constitue le capitalisme, sa comptabilité financière, un modèle qui vise à maintenir évidemment un seul type de capital, le capital financier. Quid des capitaux humains et environnementaux ? Je pense qu'évidemment, il y a un terrain de consensus, en tout cas sur ce point, autour de cette table ronde qui n'en est pas une. Hein, voilà, c'est un symbole. Donc le modèle qui nous mène aujourd'hui dans une impasse, notamment face au dérèglement climatique, on doit donc changer par conséquent les façons de voir et notamment les façons de compter. Et c'est le sujet qui nous rassemble sur cette table ronde pour justement préserver ce qui compte le plus. Ça aussi, ça a été dit, nos ressources humaines et naturelles. Alors, petit tour de table pour vous présenter les uns les autres. À côté de moi, j'ai Yannick Blanc, vous êtes président de Futurible International. Futurible qui est un centre de réflexion et d'études prospectives et qui existe, et ça je l'ignorais, depuis 1965. Et vous jouez un rôle moteur dans le développement de la prospective en France et dans le monde. Nous avons également à ma droite Fabrice Bonifay, vous êtes directeur développement durable du groupe Bouygues, vous êtes également président du C3D, le collège des directeurs développement durable, un collège qui compte de plus en plus de membres et vous y voyez, il me semble, signe que pour les entreprises, la durabilité dans la gouvernance est en train de devenir un véritable sujet stratégique. À votre droite, nous avons Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic, média expert de la finance durable et de l'économie responsable, filiale du groupe Caisse des dépôts. Et Novetic qui combine les approches pour offrir aux acteurs financiers, aux entreprises et à leurs collaborateurs les clés d'une transformation durable. Et puis vous avez un passé de journaliste aussi. Comme quoi ça mène à tout. Julia Faure, vous êtes cofondatrice de la marque Loom, marque de vêtements résolument engagée. Et votre philosophie, c'est moins mais mieux, des vêtements qui durent, conçus pour faire le moins de mal possible aux humains et à leur environnement. Vous nous en direz évidemment beaucoup plus tout à l'heure. Nous avons également Philippe Moiti, professeur agrégé d'économie à l'Université Paris Diderot, et vous êtes le cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Et last but not least, François Depray, vous êtes toujours le président exécutif de GS1 France. J'imagine que ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Je rappelle, voilà, il y a quelques questions qui sont en train de tomber sur le hashtag UEGS1 France. N'hésitez pas à réagir en direct. Et puis, surtout, à l'issue de cette table ronde, on aura le temps de donner la parole à la salle. Donc, si vous avez des questions pour notre panel, eh bien, ce sera le moment de les poser. Alors on va parler des nouveaux outils de mesure, parfois pas si nouveaux que ça, qui permettent de mesurer et de construire une croissance, et le mot va faire débat, plus inclusive. Avant cela, je voudrais qu'on fasse un petit tour dans la tête de vous, nous, le consommateur, les consommateurs, avec Philippe Moiti, puisque vous êtes un observateur attentif des tendances. Normalement, vous avez tous un micro. Vous n'avez pas... Oui, ça va. Et je voudrais que vous partagiez avec nous le ou les constats que vous avez faits ces derniers mois. Alors, je sais notamment que vous avez mené une enquête pendant le confinement sur les utopies. Et le résultat était plutôt encourageant. En fait, l'idée, c'est juste de savoir s'il y a un vrai marché pour ces nouveaux modèles résilients ou alors est-ce que juste c'est le fait d'une petite minorité qui discute entre elles. Oui, bonjour à tous. En fait, en juin 2019, nous avons entrepris à l'Obsoco de faire une étude sur à quelle société idéale rêvent les Français, avec un postulat initial qui était de dire que peut-être qu'une partie du malaise qui saisit les sociétés occidentales vient d'un manque de perspective, d'un manque de désir d'avenir et assez largement partagé. Donc on a essayé, alors l'étude est très, très, très lourde, elle est téléchargeable sur notre site. On a essayé de construire 3 sociétés idéales en s'inspirant de ce qui se dit à droite à gauche, de ce que portent les leaders d'opinion. On les a décrites un peu dans le détail à un échantillon représentatif de Français et on leur a demandé en gros de les évaluer, ces sociétés, alors point par point et puis globalement, sans les nommer, parce que moi je vais les nommer, mais sans les nommer. Donc sans perdre trop de temps à les décrire, par le nom, vous allez comprendre à peu près le contenu. Il y avait une société écologique, donc tendue vers la sobriété, une société techno-libérale, en gros le rêve californien, pour le faire bref, et une société identitaire sécuritaire.
qui regarde plutôt dans le passé plutôt que d'aller de l'avant. Et donc chacune des sociétés était décrite par une quinzaine de propositions qui ont décrivé les différentes facettes, l'organisation de la vie économique, de la vie politique, les modes de vie, les modes de consommation, etc. Et donc chaque répondant devait évaluer chacune des caractéristiques prises une à une, et puis globalement donner une note sur dans quelle mesure la société qui venait de lui être décrite répondait à sa propre vision d'une société idéale. Alors la grande surprise qu'on a eue, enfin on s'y attendait un tout petit peu parce qu'on avait fait des petits pilotes avant, mais quand même la grande surprise qu'on a eue, c'est qu'il y a une société qui se détache très nettement des deux autres. C'est la société écologique. Et c'est la société écologique. Voilà. Ouf. C'était pas si évident que ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que globalement, l'étude nous montre que les opinions des Français sur beaucoup de sujets étaient des opinions contre. On se détermine contre quelque chose qu'on ne veut pas, notamment dans l'utopie sécuritaire. C'est clairement c'est contre tout ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous fait peur. Et ce qui était assez saisissant dans l'adhésion à l'utopie écologique, c'est évidemment qu'on est contre les effets du réchauffement climatique, etc. Ça ne fait pas de doute. Mais ce qui était le plus frappant, c'était que ça correspondait aussi à une adhésion positive au mode de vie qui était associé à cette utopie. En vrac, qu'est-ce qu'on avait présenté comme aspect relevant des modes de vie? Le ralentissement, une vie quotidienne qui s'inscrit dans le quotidien, dans la proximité, je fais un plus bonasme, des consommations plus qualitatives et moins quantitatives, du local, du bio pour ce qui est de l'alimentaire, une mobilité qui se réduit, etc. Enfin, des choses qui pourraient paraître par certains aspects punitifs, et qui suscite en fait une adhésion qui en creux d'ailleurs témoigne d'un certain ras-le-bol des modes de vie, des modes de consommation contemporains. Nous avons refait cette étude en juin cette année, en nous disant que peut-être la situation de crise sanitaire que nous traversons aurait pour effet de faire bouger les lignes, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça n'a quasiment pas fait bouger les résultats. Il faut vraiment prendre la loupe pour observer des différences. Donc l'utopie écologique n'a pas progressé, mais elle a maintenu une position extrêmement forte. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde dans le détail, les positions se sont radicalisées. Donc pour vous le dire, bref, il y a une majorité de Français qui adhèrent à l'utopie écologique. C'est important de le dire, ce n'est pas un groupuscule de bobos écolos, c'est une majorité de Français qui y adhèrent. Ceux qui préfèrent les deux autres ne rejettent pas pour autant l'utopie écologique, donc il y a un vrai socle. Et je dirais même qu'il y a une sorte de convergence entre les partisans de l'utopie écologique et les partisans de l'utopie identitaire sécuritaire. Et le point de convergence, oui, ça peut paraître surprenant, c'est le local, c'est l'ancrage de la vie économique et de la vie quotidienne dans le local, ce qui veut dire qu'il y a un socle politique qui est très puissant en réalité, qui est très puissant, ça réunit vraiment une fraction très importante de la population. Mais en même temps, donc, dans le détail, on a observé que les positions se radicalisaient un petit peu, et que derrière le côté consensuel de ce que je viens de vous dire, il y a malgré tout des oppositions qui se creusent, notamment par rapport à par rapport à l'altérité, qui n'est pas le sujet du jour, mais par rapport à l'altérité, que ça soit l'altérité à l'égard du reste du monde ou de l'étranger qui arrive chez nous, là, il y a une radicalisation des positions. Mais ce n'est pas le sujet qui nous préoccupe. Donc retenons quand même que globalement, on a une opinion publique aujourd'hui qui est d'abord parfaitement informée des enjeux climatiques. Tous les indicateurs le montrent, une vraie montée de la conscience des enjeux et une volonté d'en sortir, mais qui s'accompagne aussi d'une volonté d'un autre monde pour une autre vie, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Ce qui veut dire que du côté des consommateurs et des citoyens, on a un terreau qui est favorable à la transition. Maintenant, est-ce que ça se traduit en actes? On était sur les utopies. Et vous savez qu'il peut y avoir un écart considérable entre les idéaux et les comportements. Entre les idéaux et les comportements, il y a les contraintes. Et parmi les contraintes, là je me replace du côté uniquement du consommateur, c'est est-ce que j'ai les capacités de consommer conformément à mes aspirations? Et là, encore faut-il qu'en face, on ait des offres qui répondent aux attentes, que les produits délivrent toutes les informations sur les caractéristiques pertinentes pour les consommateurs. Parce que si je veux vraiment consommer responsable, est-ce qu'aujourd'hui, quand je suis dans un magasin, j'ai la capacité d'arbitrer entre les différentes offres qui me sont proposées sur la base des informations qui me sont fournies? Eh bien, il y a un énorme travail ici d'objectivation de la qualité des produits, et notamment de la qualité environnementale des produits pour les consommateurs qui voudraient effectivement passer à l'acte. Et au-delà de ça, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion, les consommateurs sont quand même baignés dans une économie capitaliste, où la plupart des entreprises sont des entreprises capitalistes. Je sais qu'on va entendre un autre son de cloche, mais dont la finalité première, et c'est normal pour une entreprise capitaliste, c'est de faire du profit. Et le profit dans le modèle qui domine encore aujourd'hui repose, ça a été dit tout à l'heure par Elias, sur les quantités vendues.
Et donc, on est quand même sur une sorte d'économie du diable, hein, où on a envie de changement. Je pense que des dirigeants d'entreprise ont aussi, à titre personnel, des envies de changement. Mais la logique du système nous pousse toujours à plus, et plus en quantité, ce qui veut dire notamment des injonctions à consommer qui sont continues au renouvellement permanent, notamment de nos biens durables. On l'a vu tout à l'heure sur le téléphone portable. Et ça, tant qu'on n'a pas changé le logiciel de l'économie capitaliste, je ne vois pas comment on va pouvoir en sortir, surtout que le numérique, puisqu'on en parle beaucoup, donne de formidables moyens marketing aux entreprises pour être plus pertinentes dans cette capacité à stimuler le désir de consommation. Donc là, on a un morceau du puzzle qui se met en place, la dimension sociétale et les attentes des consommateurs. On parlera peut-être des aspects réglementaires qui sont en train d'avancer. Ben, il faudra quand même qu'on se penche, et j'espère pouvoir reprendre la parole dans le cours de la discussion, sur les entreprises et comment faire en sorte qu'elles arrivent à rentrer dans une dynamique qui concilie prospérité économique et enjeu de responsabilité. Effectivement, on y reviendra. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, vous me confiez au téléphone que vous répondiez à une interview sur une radio et que vous parliez de être plus sobre, frugalité, et puis c'était entrecoupé de pages de pub. Donc forcément, il y a quand même une sorte de schizophrénie dans laquelle on vit tous, malheureusement. Et merci de le souligner. On viendra vers vous. Fabrice Bonifay, alors vous travaillez dans un secteur clé. C'est pas un secret, hein, le logement, le bâtiment, les infrastructures, c'est 2/3 des émissions de CO2. Vous dressez ce constat, la performance globale d'une entreprise... Un tiers. Bâtiment. Vous dressez ce constat, la performance globale d'une entreprise ne peut s'arrêter à sa performance financière. Alors finalement, de quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mesure? Quels sont les outils qui sont à notre disposition? Enfin, je pense notamment à la triple comptabilité qui n'est pas forcément connue de tous. Est-ce qu'on peut faire un peu le point de façon générale et puis savoir ce que vous faites de façon opérationnelle sur le terrain? Oui, tout d'abord, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait, l'objet des entreprises, c'est de changer leur modèle d'affaires. En fait, hein. Il est clair qu'une entreprise qui n'est pas profitable disparaît, hein, c'est évident. Par contre, ce modèle économique qui consiste, en fait, je le dis souvent, pour les entreprises, à proposer des produits à leurs clients dont ils n'ont pas toujours besoin, et on leur fait acheter avec de l'argent qu'ils n'ont pas toujours, tout ça pour impressionner d'autres gens qui n'en ont rien à faire. Ce modèle-là, qui est le modèle dominant, il faut le changer. Il faut le changer pour aller vers un modèle où en fait les entreprises continueront de fabriquer des produits, mais ne vendront plus les produits, mais vendront l'usage de ces produits. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que dans le premier cas, dès lors que vous vendez le produit au client, que le client devient propriétaire, il devient propriétaire d'un produit qui a été fabriqué avec des matières premières, de l'énergie. Et la boucle de retour du produit vers le manufacturier, elle n'existe pas ou quasiment pas. Et donc, toute cette énergie grise de fabrication du produit, toutes ces consommations de ressources, aujourd'hui, la planète ne peut plus soutenir ce type d'économie. On le sait. Et ça va s'arrêter assez vite. Donc, l'objectif, c'est de passer à un modèle d'usage, ce qu'on appelle la fonctionnalité, où, en fait, la vraie liberté, ce sera de pouvoir jouir de tout sans rien posséder. Alors, bon, c'est déjà... on voit bien déjà dans beaucoup d'industries, ça commence à être le cas. Hein, l'industrie automobile, ça ressemble à ça. Les Vélib, ça ressemble à ça. Airbnb, ça peut ressembler à ça aussi. Bon, et je pense que les industriels ont compris qu'ils avaient à peu près une dizaine d'années pour faire cette transition. Nous-mêmes, dans le bâtiment, bon, bah oui, c'est probable, c'est même sûr, demain, qu'on fera des bâtiments banques de matériaux, des bâtiments qui vont se démonter avec des briques élémentaires, des bâtiments qui vont avoir donc des cycles de vie qui seront beaucoup plus longs, réversibles, mutables. Donc on travaille nous sur ces sujets et le but c'est effectivement de les rendre désirables aux yeux des clients pour enlever cette sensation de ce que dit Jess Souchon dans sa chanson Full Sentimental, d'avoir des avoirs plein nos armoires dont on ne se sert pas. Et donc finalement que cette économie de la possession, c'est une économie du passé. Alors pour revenir à votre question maintenant, comment on mesure la performance? La performance aujourd'hui dans les boîtes, on la mesure d'une seule façon, hélas, qui est le cash flow, parce que voilà, le cash flow, les BDA, le reste c'est anecdotique pour la plupart des boîtes. Et on mesure en fait notre capacité à être prédateur aujourd'hui dans les entreprises. Bon, on ne le dit pas comme ça, mais c'est un peu ça. Donc il faut introduire donc une nouvelle façon de compter la valeur. Et c'est quoi la valeur? C'est la valeur pour les clients, les actionnaires, mais aussi c'est la valeur pour tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, les générations futures, les écosystèmes, etc. Donc là, c'est introduire en fait qu'est-ce qui est nécessaire au business. Comment compter la valeur de ce qui est nécessaire au business. Et aujourd'hui, le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine, des machines, des convertisseurs. Voilà, c'est ça le business. Et donc, si on veut continuer de faire du business, il faut maintenir
le premier capital qui permet de faire du business, ce sont les matières premières et l'énergie. Parce que s'il n'y a plus de matières premières, s'il n'y a plus d'énergie, il y aura beau avoir l'intelligence humaine, on ne va pas faire grand-chose. Donc, pour pouvoir maintenir ça, il faut l'introduire dans la comptabilité. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est en tout cas des universitaires français et allemands qui travaillent sur ces sujets depuis pas très longtemps, depuis une quinzaine d'années maximum, et qui se disent, finalement, pourquoi on n'utiliserait pas les mêmes outils comptables que Lucia Pacioli a inventés au XVe siècle pour dire, voilà, maintenir au coût de maintien le capital naturel, le capital humain, qui sont nécessaires au business. Donc il faut changer bien sûr les normes comptables, alors c'est un gros travail, parce qu'en fait c'est les normes IFRS, IAS, etc., ils voient arriver ça d'un œil distrait, parce qu'ils disent attendez, mais tout ça vous êtes dans le gazeux, c'est pas complètement mesurable, comme le peuvent l'être les euros. Mais aujourd'hui il y a moyen de compter ça, alors d'une façon qui est très complexe mais qui est facile à expliquer, c'est se dire voilà, quand une entreprise a besoin de matières premières pour faire son business, c'est-à-dire toutes les entreprises, y compris celles qui sont dans le secteur tertiaire, eh bien, elles peuvent convoquer en fait et inviter leurs parties prenantes à réfléchir. Mais si on veut, si on utilise du bois pour faire simple, si on veut continuer de pouvoir utiliser du bois pendant notre business, qu'est-ce qu'il faut qu'on puisse provisionner en interne comme plantation pour être sûr qu'on en aura toujours quand on en aura besoin. Et combien ça coûte d'acheter les terrains, de leur laisser le temps de pousser, de les entretenir, combien ça coûte? Eh bien ça, il faut le mettre au passif du bilan. Et il faut amortir, il faut investir comme on le ferait pour des machines en fait. Et ce qui permettra de maintenir le capital ressource. Mais il y a aussi le capital des écosystèmes, parce que quand on produit, on génère ce qu'on appelle des externalités négatives, on émet du CO2, on pollue l'eau, l'air, et ça aussi il faut pouvoir l'entretenir, parce que ces écosystèmes, s'ils ne fonctionnent plus, s'il n'y a plus d'oxygène, s'il y a le climat qui se dégrade, ça va mal se passer aussi pour les entrepreneurs. Donc non seulement il faut maintenir le capital naturel, mais il faut aussi maintenir le capital des écosystèmes qui sont nécessaires pour que le capital naturel se régénère. Et on vient de passer le jour du dépassement il y a quelques jours. On voit bien à quel point aujourd'hui il est important de mettre ça en place. Donc les entreprises aujourd'hui ont la possibilité de mettre en place ce type de comptabilité, mais s'il y en a une qui le fait, toutes les autres ne le font pas, ça ne va pas le faire. Donc on demande au pouvoir public d'avoir un peu de courage politique et d'imposer en fait ce système comptable à toutes les entreprises. Alors commençons par le faire en France déjà, et puis un rang motivé entraîne le banc, le faisons-le au niveau européen, et puis imposons aux entreprises qui viennent exporter en Europe. C'est grand temps, j'étais à l'université d'été du MEDEF hier, oui, il faut mettre de la taxe carbone aux frontières très rapidement pour imposer à ceux qui n'ont pas de scrupules dans la façon de produire. Eh bien, la taxation, c'est une bonne manière aujourd'hui, en attendant la mise en place des systèmes comptables du triple capital, eh bien, de rétablir en fait un semblant d'équité en fait entre ceux qui produisent un peu plus propre et ceux qui continuent de produire très sale. On a 10 ans, hein. On a 10 ans pour mettre ça en place, parce qu'après, ça sera foutu. L'emballement climatique est en cours. On va avoir besoin beaucoup de courage politique de la part à la fois des politiques qui ont compris ça, très peu, et puis aussi des entreprises qui sont pionnières et qui veulent mettre en place rapidement cette comptabilité du triple capital. Et nous, au C3D, on en a identifié déjà plusieurs dizaines qui sont dans les starting blocks, qui veulent le faire, qui commencent à faire des pilotes. Donc, on verra bien. D'accord. Donc, vous sentez quand même un mouvement de fond, une prise de conscience plus générale dans les boîtes ou... Ouais, on est au début du commencement, hein, mais une longue marche commence par un premier pas. On en discute au cas de plus en plus. C'est un sujet qui était un non-sujet il y a encore quelques années, même encore quelques mois dans certaines entreprises. Aujourd'hui, ça fait l'objet de débats. Les directions financières commencent à s'intéresser à ce sujet. C'est quand même eux qui vont être les premiers artisans de la mise en place de ce type de comptabilité, car on aura besoin des mêmes outils logiciels pour pouvoir mettre en place cette approche, les fameux SAP, ERP, etc. Ça ne me paraît pas impossible, hein. Il y a des entreprises qui ont déployé la méthode depuis déjà pas mal d'années et qui montrent que c'est très intéressant pour elles pour mieux anticiper leurs investissements, pour sécuriser leurs approvisionnements, et puis aussi pour apparaître aux yeux de leurs parties prenantes comme étant plus responsables. Bon, maintenant, il faut parler de ces entreprises, parler de ces expériences, de manière à donner envie aux autres de s'y mettre rapidement, ou de ringardiser celles qui ne vont pas s'y mettre. Très bien.
Alors, je donnerai la parole à Julia Faure tout à l'heure pour avoir toujours ce point de vue côté entreprise, mais cette fois côté petite entreprise, comment ces nouveaux business models peuvent se construire et comment ils peuvent fonctionner, ce qui est très encourageant. Mais avant cela, justement, vous parlez des parties prenantes. Je voudrais donner la parole à Anne-Catherine Husson-Traoré. Alors vous êtes plutôt du côté des investisseurs. Alors, pour l'anecdote déjà, vous m'avez confié qu'il y a quelques années, dans les milieux de la finance, on vous regardait un peu comme une bête curieuse, amusée. Comme une tache rose, en fait. À la fois parce que je suis une femme, et puis souvent parce que je m'habille avec des couleurs, mais et qu'en plus je disais des trucs un peu étranges, puisqu'en fait, là où il y a un cercle vertueux qui est quand même en train de s'amorcer, de s'accélérer, c'est que tout ce que vient de décrire Fabrice est évidemment juste, mais ne fonctionnera et ne s'accélérera que si la première des parties prenantes, qui aujourd'hui est assez décisionnaire, en l'occurrence les actionnaires et le secteur financier, est lui-même demandeur de ce type d'informations. Et ça, c'est vraiment la révolution qui s'est accélérée moins vite qu'on ne le pensait, c'est-à-dire qu'au moment de la crise financière en 2008, Novitix s'est créé en 2001, et en 2008, on a cru que le grand soir était arrivé et que comme le château de cartes était par terre, on n'allait pas reconstruire le même, puisqu'il avait montré ses fragilités. C'était une grande naïveté de l'époque. En même temps, la crise de 2008, elle a quand même mis par terre et elle a rendu visible les conséquences négatives d'un modèle absurde parce que totalement abstrait. Vous avez tous constaté aujourd'hui, par exemple, que les indices boursiers continuent à être plutôt prospères, alors que les entreprises sont dans un état en lambeaux pour beaucoup, dans beaucoup de secteurs, et que donc là, on a la manifestation pour tous, très compréhensible, du fait que si on ne regarde que les EBITDA ou le cash flow ou d'autres données, certes mesurables, mais totalement abstraites, on ne sait rien de la réalité de l'entreprise, puisque là, la réalité de l'entreprise, elle est tragique, on a des déficits, on a qui se comptent par milliards partout, on a des licenciements massifs, on a donc le capital humain est abîmé à peu près partout. Et tout ça, c'est pas le problème d'un indice boursier qui est très alimenté par du high frequency trading, c'est-à-dire par des paramétrages d'ordinateur qui tiennent assez peu compte de la réalité. Et finalement, ce qui est passionnant dans la finance durable que j'incarne ici aujourd'hui, qui est mon domaine d'expertise, c'est qu'en fait, on essaie de réconcilier la logique qui est de dire finalement la finance, ça doit être un outil. Cet outil doit être au service d'un modèle et la question, c'est qu'il doit absolument aujourd'hui être au service d'un modèle durable tel que vient de le décrire Fabrice. Ce qui veut dire, et Elias l'a très bien et clairement expliqué aussi, ce qui veut bien dire non seulement pousser les solutions, on va faire très schématique. Vous avez d'un côté le vert, de l'autre le marron et entre les deux le gris. Donc le vert, il faut le pousser bien évidemment et j'imagine qu'on y reviendra avec Julia. Mais si on fait que du vert, mais que dans le même temps, on n'empêche pas le marron et on ne réduit pas la portion congrue, on ne va pas y arriver. Parce qu'effectivement, le marron, alors, il est évidemment associé au pétrole, mais en gros, c'est toute l'économie plutôt telle qu'elle est aujourd'hui. Et entre les deux, on a tout le reste, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'économie grise et l'énergie grise, etc. C'est-à-dire l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, avec cette logique de volume et de croissance et cette logique de consommation. Je ne sais pas si vous aviez en tête, avant la crise du Covid, le fait que dans la croissance française, la moitié, c'est de la consommation. Cette consommation, elle est à l'arrêt, donc quoi qu'on fasse aujourd'hui, on va avoir des taux de croissance extrêmement négatifs. Donc on a beau continuer à batailler contre la décroissance, en fait, on y est. Et on y est pour longtemps. Donc, nous avons une occasion unique de repartir sur un système beaucoup plus équilibré. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le cœur du réacteur, qui sont donc ceux qui ont des actifs en volume assez important, qui sont moins les investisseurs publics, mais beaucoup plus les investisseurs privés, ils ont une logique aujourd'hui qui est de mesurer l'impact. Alors, c'est pas encore prêt, on bricole comme on peut, mais l'idée, c'est ça, c'est de dire tout simplement, je prends une entreprise donnée, et je regarde, aucune n'a pas d'impact, elles ont des impacts positifs et négatifs. Donc je regarde déjà la balance entre les deux, l'idéal étant effectivement d'être un actionnaire d'une entreprise qui a plus d'impact positif que négatif, de façon assez holistique, et puis je regarde la trajectoire. Alors ça s'est particulièrement développé depuis 2015 sur les logiques de climat, puisqu'on a un cap, qui est l'accord de Paris, et donc on regarde non seulement où on est, où en sont les émissions de CO2 d'une entreprise, évidemment dans les trois scopes, c'est-à-dire direct, son mode d'énergie, mais aussi
clairement quelle est l'énergie indirecte. Par exemple, les banques ont une empreinte carbone assez importante puisque liée à ce qu'elles financent. Direct, c'est pas très compliqué, elles éteignent les ordinateurs et elles jettent un peu moins de papier, c'est pas très, leur empreinte est très faible. Mais elles ont en fait une empreinte colossale et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui elles sont clés. Là où je veux en venir, c'est qu'on dit on a un budget carbone. On sait que pour atteindre ce qui devient de plus en plus compliqué, l'objectif de l'accord de Paris, on a un budget limité. Chacun doit l'avoir, on le ventile par la part de marché d'une entreprise, par son secteur, par un certain nombre de choses. Et on se dit, est-ce que sa trajectoire, elle est en ligne avec ce budget qui lui reste? Et vous avez des entreprises, j'ai en tête Ikea, je pense, par exemple, qui a changé complètement son business model lié à la logique de budget carbone. Puisque, par exemple, le modèle qui consiste à faire des entreprises où on va en voiture est extrêmement mauvais pour le CO2. Donc, du coup, ils ont repensé, c'est pour ça qu'ils ont ouvert des magasins en centre-ville, etc., etc. Donc l'idée, simplement peut-être, parce que je pourrais parler longtemps, c'est que vous puissiez garder en tête la logique de mesure d'impact. Alors, il y a la logique climat, mais il y a aussi plus largement les objectifs de développement durable, et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on regarde sur 17 éléments sociaux, environnementaux, qui couvrent tout ce qu'on appelle le développement durable. Et là, on a des trajectoires et des objectifs. Et là aussi, on regarde ce que fait l'entreprise. Donc, ça vient, la triple comptabilité qu'évoquait Fabrice, vient en complément de toutes ces démarches. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la plupart des grands investisseurs, non seulement européens, mais aussi dans le monde occidental, mais pas que, est en train de reconcevoir sa façon dont il évalue la performance financière en ayant capacité à expliquer qu'il génère de la croissance financière, mais à quel prix environnemental et à quel prix social, et avec une forte demande des épargnants. Est-ce que la demande, est-ce que le moteur de ce phénomène, c'est tout simplement l'envie d'avoir des entreprises pérennes, enfin, et des investissements du coup pérennes? Oui, alors, et ça c'est vraiment accéléré par le Covid, c'est-à-dire que ça a commencé en 2015. Jusque-là, c'était un peu les bonnes actions. Fabrice a connu, comme moi, nous avons à peu près le même parcours. C'était le mécénat, les gens sympas. Moi j'appelle ça la bande des sympas, parce que franchement c'est un milieu très sympathique, de gens qui ont envie de faire des choses, etc. Mais ces gens sympathiques, c'était regardé quand même un peu de haut par les gens qui faisaient des trucs sérieux. Et là, ça a tout changé, parce qu'en fait ils sont aperçus que non seulement on était sympa, mais qu'en plus on avait des ressources pour expliquer comment on allait construire, porter plus loin des modèles plus résilients. Et en fait, la bascule s'est faite en 2015, en particulier à travers une figure qui est Mark Carney, qui était le président du Conseil de stabilité financière du G20. Et en septembre 2015, il a prononcé un discours qui est accessible en français et en anglais, et en expliquant que le changement climatique est un risque systémique pour la planète finance. Et donc ça, on m'a raconté de l'intérieur le dîner du G20 où il a expliqué ça. Il y en avait la moitié, dont le patron la patronne de la Bundesbank, qui l'a regardé genre, mais qu'est-ce qu'il a pris? Il a une nouvelle maîtresse ou je ne sais pas, un truc qui ne va pas. Et en fait, il a expliqué ça de la façon suivante. Pourquoi c'est un risque systémique? Parce qu'il y a plusieurs types de risques. Il y a le risque physique, évidemment, d'inondations, d'ouragans, etc., qui font que, par exemple, des usines peuvent être... Tous les médicaments, par exemple, sont largement fabriqués en Asie du Sud-Est, à peu près au même endroit, dans une zone très exposée. Il y a un événement climatique, on n'a plus de médicaments. On a bien vu ce que ça donnait. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, vous avez ce qu'on appelle les risques... Alors, les taxes carbone, etc., l'évolution des risques juridiques ou réglementaires. Et puis, une chose que les financiers ont très très bien compris, c'est ce qu'on appelle le risque de dépréciation, c'est-à-dire les stranded assets. C'est-à-dire que, prenons un exemple très concret, Exxon, que vous connaissez tous, vient d'être sorti manu militari du Dow Jones, parce qu'il ne vaut plus rien. Ça n'intéresse plus personne, et d'un point de vue financier, il ne vaut plus rien. C'était une valeur phare du Dow Jones il y a 10 ans. Et ça, c'est la marque de ce qu'on appelle les stranded assets, c'est-à-dire que comme le modèle pétrolier est incompatible avec l'accord de Paris, à un moment donné, financièrement, vous savez qu'il y a un horizon qui se rapproche de plus en plus, ça n'a aucun intérêt. Et on avait relayé à Novetic, et je vais finir là-dessus, le Jean-Pierre Gaillard américain, qui, il y a quelques mois maintenant, disait dans sa chronique sur CNBC, non, moi le pétrole, j'en achète plus, de toute façon, laissez tomber. Et alors, ce qui était drôle, c'était la réaction de la présentatrice en direct qui dit, non, mais on a toujours besoin de pétrole. Et il lui dit, non, laissez tomber, ça ne vaut plus rien. Et donc là où je veux en venir, c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui une sphère dans la finance qui, parce qu'elle est aussi très en contact sur des visions plus abstraites,
plus prospective, pensent qu'on est déjà entré dans un changement de modèle qui s'accélère, et donc ils essaient d'anticiper, et ils peuvent avoir des reconversions extrêmement fortes. Le sable bitumineux s'est abandonné, il y a vraiment un certain nombre d'activités qui sont abandonnées parce que leurs financements sont asséchés, et c'est particulièrement vrai pour le charbon aussi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que votre propos rejoint complètement ce que nous disait Christian de Pertuis, et effectivement, il nous donnait lui aussi l'exemple d'Exxon. Alors, on va continuer sur le front des entreprises avec cette fois Julia Faure, donc cofondatrice de Loom. On dit qu'il faut pousser le verre, alors vous êtes en plein dedans. Donc, marque de vêtements, vous ne venez pas du tout de la mode au départ. On a déjà envie d'en savoir un petit peu plus, en quelques mots, sur l'aventure entrepreneuriale, en fait. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est lancé? C'est parti de quoi? Du coup, j'ai mon téléphone parce que j'ai mes notes dessus. Pas du tout parce que je suis sur TikTok. Parce que je suis depuis le début, je me dis, là, les gens ils doivent penser que je tweet, alors que pas du tout. J'ai juste mes notes et je prenais des notes, etc. C'est le problème d'avoir des jeunes dans les tables rondes. Ouais, je me suis dit. Nous, à la base, on a créé Loom en 2016 avec mon associé parce qu'on avait fait juste un constat consommateur qui était que la qualité des vêtements, c'était assez dur de trouver des vêtements de bonne qualité, et paradoxalement, même quand on met beaucoup d'argent dedans. Ça peut arriver d'acheter un pull à 100 € et qui se trouve au coude au bout d'une utilisation, ou même des t-shirts chers qui perdent de taille au lavage dès le premier lavage. Donc on s'est dit, nous, on va faire des vêtements qui durent longtemps. Et je ne vais pas vous faire l'histoire en entier parce que c'est un peu long et je veux parler d'autre chose. Mais en gros, en mettant le doigt dans l'industrie textile, on s'est rendu compte que ce problème de dégradation de la qualité des vêtements, c'était vraiment un moindre mal par rapport à tous les travers éthiques et environnementaux qui caractérisent l'industrie dans laquelle je travaille. Donc, on est une marque de vêtements qui dure longtemps, et on est aussi dorénavant une marque engagée, militante, et on essaye de construire une entreprise justement qui soit compatible avec les limites de la planète, et avec un objectif qui devrait être notre objectif à tout, de lutter contre la crise écologique et sociale qui nous traverse. Donc je vais vous parler un peu de notre business model parce que il n'est pas très commun. Donc comme vous le disiez, notre objectif c'est de produire moins, mais de produire mieux. Produire moins, globalement, vous avez compris, ressources limitées, planète finie, il faut qu'on consomme moins si on veut avoir une chance face au changement climatique dans les 10 années qui arrivent. Produire moins, comment on fait? Première chose, on fait en sorte que les gens ne jettent pas leurs vêtements tous les 4 matins, donc on essaie de faire les vêtements qui durent le plus longtemps possible. Et l'autre raison pour laquelle les gens achètent des vêtements, c'est effectivement, comme vous l'évoquiez aussi, parce qu'on les incite à consommer des vêtements. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ne pas inciter les gens à consommer les vêtements? On ne fait pas de pub, on ne fait pas d'incitation à la consommation, on ne fait pas de collection, on ne fait pas de promo, et on ne fait pas de dark pattern. Les dark patterns, c'est quand vous allez sur un site et qu'il y a des prix en 9,99 ou quand vous allez Booking.com, c'est le meilleur exemple de tous les dark patterns de la Terre. Vous allez sur Booking et il y a un petit truc qui vous dit 75 autres personnes sont en train de regarder le même truc que vous. Réservez maintenant, plus que 2 disponibles, qui sont que des choses pour vous faire acheter des choses dont vous n'avez pas besoin, et vous vous retrouvez à avoir acheté. Ou alors, vous voyez si les trucs où vous ajoutez un produit supplémentaire dans votre panier, ça vous fait économiser 10%. J'ai un copain comme ça qui a acheté 25 bouteilles de shampoing. Et il s'est retrouvé avec les 25 bouteilles de shampoing et était là. Why? Pourquoi? Bon, tout ça, on ne fait pas. Donc ça, c'est donc comment on fait pour produire moins. On n'incite pas à la consommation, on fait en sorte que les gens puissent garder leurs vêtements longtemps. Et ensuite, comment on fait pour produire mieux? Là, c'est toute la question de l'éco-conception et de l'efficience. Comment on fait pour produire les mêmes choses en ayant moins d'impact environnemental? Évidemment, il faut utiliser du coton bio, il faut produire le plus localement, il faut que la teinture soit faite dans des endroits. La teinture, c'est ce qui consomme le plus d'énergie dans le textile. Il faut que ça soit fait dans des endroits où l'énergie est décarbonée. Donc, il vaut mieux le faire en Europe qu'en Chine, etc., etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on mesure? Comment on fait pour mesurer notre impact? Donc nous, nos critères, c'est pas tellement la performance économique, c'est d'être rentable. Donc normalement, on devrait y arriver dans 4 mois. Folie. Et d'ailleurs, ça a très bien marché pendant ça marche très bien, période, en fait. Ouais. C'est ça qui est rigolo, c'est que ça marche très bien alors qu'on ne fait pas de pub et qu'on n'incite pas à consommer. Donc c'est vraiment un truc où les gens nous regardent bizarrement. Mais en fait, ça correspond, je pense, à ce que vous avez détecté dans aussi les tendances des consommateurs. Et même vous, si vous interrogez sur vous-même, le monde dans lequel vous voulez vivre, c'est, en tout cas, les gens à qui vous avez envie d'acheter des vêtements, les personnes à qui vous avez envie de faire confiance, même pour les entreprises, même pour les biens de consommation que vous achetez, c'est des gens qui partagent vos valeurs.
Donc c'est des gens qui vous prennent pas pour un con. Enfin, moi, si je vous incite pas à consommer, c'est aussi que je parle à votre intelligence plutôt qu'à vos bas instincts pour vous faire acheter 27 bouteilles de shampoing. Alors qu'il suffit de ne plus avoir de cheveux pour... Bon, bref, c'est pas... Donc finalement, le seul critère qu'on regarde, c'est les notes de nos consommateurs. Parce que c'est la meilleure, donc les notes qu'ils mettent au produit, on leur demande les notes au bout d'un mois, au bout d'un an et au bout de 3 ans, mais j'ai pas encore mis ça en place, donc bientôt on demandera au bout de 3 ans. Parce qu'en fait ces notes, c'est c'est la meilleure approximation qu'on ait réussi à faire pour évaluer la durée de vie des vêtements chez nos consommateurs. Donc est-ce qu'ils ont tenu dans le temps et est-ce qu'ils ont toujours envie de les mettre dans 3 ans, qui est aussi un critère aussi important de la durée de vie, est-ce qu'ils vont aussi bien, etc. C'est pas seulement les trous. Et l'autre critère, c'est finalement les taux de retour, qui est un critère, parce que nous, on est une entreprise uniquement sur Internet, qui est un critère à la fois économique, ça nous coûte hyper cher les retours, mais surtout un critère environnemental. Enfin, moins il y a de flux, mieux c'est. Pourtant, on ne mesure pas les autres choses, on ne mesure pas notre bilan carbone, notre équivalent CO2 par produit, etc. Alors, on ne mesure pas les émissions de CO2 par produit en valeur absolue parce que c'est assez... En fait, on se rend compte que c'est assez compliqué à mesurer, mais je vais vous dire d'autres choses aussi. En fait, le ratio le plus intéressant pour nous, quand vous disiez ce qui compte, c'est de ne plus vendre un produit, mais de vendre une utilisation. Quand on veut calculer l'impact c'est pas l'impact d'un vêtement. Enfin, parce que moi, je peux vous faire un vêtement avec un bilan carbone extrêmement bas et que vous allez porter une fois. Donc en fait, c'est d'ailleurs une grosse stratégie de l'industrie textile et des marques qui font du greenwashing pour dire à quel point elles sont performantes. Elles vous font des trucs super légers qui disent ça c'est 4 équivalents CO2. Tu m'étonnes. Enfin, tu le mets une fois, il se déchire. Enfin, donc, ça fait un autre style. Mais donc finalement, le critère le plus intéressant, ça serait le bilan carbone par année d'utilisation. Et ça, franchement, ça fait 4 ans qu'on se creuse la tête là-dessus. C'est extrêmement dur à approximer. Donc si on pouvait avoir un indicateur, ça serait ça. Ça serait le bilan carbone par année d'utilisation. Et on pourrait finalement peut-être dédier toute notre énergie et et notre intelligence à faire ça. Et peut-être qu'on arriverait à approximer un indicateur bien. Mais pendant ce temps-là, en fait, on gérerait pas d'entreprise et on gagnerait pas d'argent et on pourrait pas essayer justement d'améliorer la qualité de nos vêtements. Et je trouve que c'est le premier travers en fait de la mise en place des indicateurs de performance écologique dans les entreprises. C'est que finalement, c'est aussi une manière de retarder le moment où on va passer à l'action. Du coup, comme on ne peut pas mettre en place ces indicateurs, on travaille en fait plutôt au bon sens. C'est-à-dire, après avoir compris l'impact des pesticides sur la biodiversité, on a décidé qu'on n'utiliserait plus que des matières bio et c'est non négociable. C'est pas on va utiliser un peu, on va pas mesurer un peu le nombre de... Non, en fait, la perte de biodiversité est tellement inquiétante, on a tellement perdu 80% de la population d'insectes en Europe dans les 30 dernières années qu'il n'y a plus le choix en fait. En tant qu'entreprise engagée, je ne peux plus utiliser de produits issus de l'agriculture conventionnelle. Ensuite, donc ça, on a des décisions radicales comme ça. Ensuite, on a des ordres de grandeur. Je vous disais tout à l'heure que le gros de l'impact carbone de la production d'un vêtement, c'est la teinture. Parce qu'en fait, on fait monter des énormes cuves d'eau à des températures supérieures à 90 degrés. Donc, si on veut jouer sur un truc pour réduire, en fait, pour améliorer l'éco-conception de ces produits, au lieu de se concentrer sur ce que tout le monde se concentre, c'est-à-dire les emballages qui représentent 0,01% du bilan carbone d'un produit, mais qui permet d'aller se la péter aux frais de ses consommateurs en disant « regardez un sachet Kraft », nous on va se dire nous ce qui compte c'est où est-ce qu'est fait la teinture. Donc comment on fait pour faire dans des produits, dans des pays où l'énergie est décarbonée. Et ensuite, autre exemple, c'est je produis des vêtements en Europe. Jamais je n'irai vendre des vêtements en dehors de l'Europe. C'est une aberration écologique. Et en fait, ça, je pourrais mettre des indicateurs de performance pour mesurer ça, mais ça c'est du bon sens. Qu'est-ce que je vais aller vendre en Asie du Sud-Ouest ou en Chine des vêtements qui sont produits au Portugal alors que les mecs ont là-bas une expertise c'est absurde en fait. Et bon, sur l'alimentaire c'est hyper parlant, mais sur le textile c'est la même chose. Il n'y a pas de sens en fait à produire des vêtements et à les vendre dans le monde entier. Donc voilà, donc on n'a pas ce genre d'outils de performance parce que c'est trop lourd à évaluer. Et aussi, l'autre chose qu'on constate, en tout cas moi ce que je constate dans l'industrie du textile, c'est que cette mesure des performances écologiques est un outil de greenwashing extrêmement puissant. Et je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre l'exemple du IPNL de Kering. Je ne sais pas si vous en avez entendu, Kering, ils communiquent beaucoup là-dessus, et ils ont fait un IPNL, c'est-à-dire un PNL qui est censé mesurer leur impact écologique.
Et leur critère, c'est leur ratio de pollution sur $1000 de chiffre d'affaires. Quelle entreprise, pardon, j'ai pas compris. Kering. Kering, pardon. Okay. Voilà, dans le luxe. Et donc, c'est leur ratio de pollution sur leur chiffre d'affaires. Et en fait, ils montrent dans leur rapport, ils sont hyper fiers, ce ratio de pollution, il est passé de 46 en 2015 à 38 en 2019. Et franchement, c'est trop bien. Ça veut dire qu'ils ont vraiment amélioré, enfin, ils ont joué sur l'éco-conception. Ils ont amélioré l'efficience de production de leurs produits. Et donc, ils communiquent, ils font des grands communiqués de presse, ils disent, voilà, on a baissé de 28% notre impact. Sauf que pendant ce temps-là, leur chiffre d'affaires, il a été multiplié par 2. Donc, de manière relative, bien sûr qu'ils ont diminué leur impact. De manière absolue, leur pollution elle a augmenté de 68%. Et vous tapez Kering n'importe où, enfin, les mecs communiquent à mort sur le développement durable. Et ils se servent justement de ces indicateurs qu'ils ont mis des tonnes, enfin, vraiment c'est énorme ce qu'ils ont fait comme modélisation, etc. Tout ce temps, en fait, ils le passent à mettre en place des indicateurs qui justifient en fait qu'ils puissent continuer à faire de la croissance. Donc, au final, ils se vendent chiffre à l'affût d'avoir diminué leur ratio, alors qu'au global, leur impact a augmenté, et pas augmenté un peu, 60%, significativement. Donc, alors ça, c'est encore une stratégie. Hein. Si on veut continuer à faire de la croissance, et jouer sur l'éco-contribution, c'est pas de 20% qu'il faut diminuer l'impact de nos produits. L'impact environnemental de produits. Il faut diviser par 10 l'impact environnemental de nos produits si on veut continuer à faire de la croissance. Et franchement, on n'y arrivera pas. Donc, à l'heure actuelle, moi, ce que j'ai vu dans le textile, c'est que tous ces systèmes de mesure de type IPNL sont de la poudre aux yeux. On raisonne en termes de ratio au lieu de raisonner en valeur absolue pour ne pas voir l'éléphant au milieu de la pièce. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. En tout cas, en anglais, ça marche. L'éléphant au milieu du magasin de porcelaine, je ne me rappelais plus. Pour ne plus voir l'éléphant. Il faut produire moins d'objets et de services consommateurs d'énergie si on veut réduire rien que nos émissions de gaz à effet de serre. En fait, et ça, tous les scientifiques sont d'accord. Il n'y a pas de découplage possible entre la croissance de la consommation et la croissance de la pollution. Julia Faure, je voudrais avoir le temps de faire réagir tout le monde, le panel, à ce que vous dites. Ouais, ça marche. Ok, alors, du coup, j'ai pris beaucoup trop de notes. Ok. Et en fait, finalement, on adore mesurer, mais on sait ce que c'est la solution. La solution, c'est plus de sobriété et c'est moins de production. Et allez, après, j'avais tout un paragraphe sur tout ce qui n'est pas mesurable, comme qui peut évaluer la perte que cela représente pour nous, la chute de la biodiversité et ses effets en chaîne sur notre autonomie alimentaire, sur la prolifération de maladies, sur l'érosion des sols. Enfin, il y a tellement de choses qui ne se mesurent pas, et en particulier le vivant. Donc vous parliez dans la triple comptabilité de mesurer les ressources et les matières premières, je crois, mais en fait, le vivant, c'est immesurable en fait. Et je termine là-dessus. Moi, je suis ingénieur agronome de formation, donc voilà. Et si j'ai retenu une seule chose de mes études, c'est que le vivant, il est complexe, il est ramifié, il est non normé. Et en fait, c'est que des choses que les indicateurs ne peuvent pas représenter. En fait, on ne peut pas considérer notre monde comme une machine avec des trucs qui rentrent et des trucs qui sortent. C'est tellement complexe en fait qu'on n'arrive pas à le modéliser. Donc voilà. Après, je suis tout à fait d'accord qu'il faut supprimer la prime au vice, comme l'a défini Gaël Giraud, c'est-à-dire les avantages compétitifs et économiques à produire mal. Et moi, dans le textile, je peux vous dire que c'est horrible, quoi. Mais bon. En gros, il faut produire moins, il faut arrêter la course à la croissance. La croissance ne peut plus être l'objectif des décennies qui arrivent. Le seul objectif, c'est la résilience. Enfin, vraiment, genre, il faut que nous, à toutes les échelles, en tant qu'individus, en tant qu'écosystème, en tant qu'entreprise, en tant que ville et tout, on soit résiliente face aux choses qui s'arrivent. Parce que le changement climatique est déjà en place. Il y a déjà des conséquences dramatiques qui vont nous toucher. Et là, les 10 ans dont vous parliez, ce n'est pas pour faire face à ces conséquences-là, c'est pour celles d'après, quoi. Donc voilà, et je vous rappelle d'après le rapport du GIEC que pour empêcher que notre monde se transforme en une fournaise, il ne faut pas réduire de 10% nos émissions mais les diviser par au moins 3, et pour y parvenir, nous n'avons pas d'autre choix que la contraction de l'économie. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean Covici. Voilà, merci. Qui est extrêmement clair, et évidemment, je donnerai la parole au reste du panel pour réagir à ce que vous venez de dire. Avant cela, voilà, je voudrais avoir le regard de Yannick Blanc, donc du côté des scénarios prospectifs que vous élaborez chez Futurible. Sur ces nouveaux modèles, qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal ? La prospective, ça consiste absolument pas à regarder dans une boule de cristal. Ça consiste pas à prévoir. Ça consiste pas à prophétiser, ça consiste à observer le présent de la manière la plus analytique possible pour essayer de
produire une représentation lisible des futurs possibles. Le mot futurible, c'est la contraction de futur est possible. Et donc, c'est ça le sens de notre travail. Je pense que il y a une chose très, très significative dans cette table ronde, c'est que, en gros, c'est très frappant de voir que nous partageons les mêmes valeurs. Julia a parlé de ces valeurs, elle les a exprimées avec une force particulière, mais moi je suis frappé du fait que des représentants du monde académique, du monde économique, des entreprises se réfèrent à des valeurs éthiques, à des valeurs écologiques, et on se dit là il y a un devoir, il y a des obligations, il y a des choses qui s'imposent à nous. En revanche, là où on est dans une situation extrêmement difficile, c'est qu'on sort d'un monde où on avait créé de la cohérence en ayant complètement unifié les instruments de mesure. Vous le savez, c'est assez paradoxal, le titre de votre matinée, vous dites « dématérialiser la croissance ». Mais vous parlez de quoi quand vous parlez de croissance ? Le mot croissance, dans le vocabulaire commun de nos institutions, de nos médias, de nos institutions académiques, etc., depuis des décennies, le mot croissance, c'est la croissance du PIB. Et la croissance du PIB, c'est l'addition de l'ensemble des transactions financières. Vous vous souvenez de la controverse qu'il y a eu au moment où de savants économistes ont dit il faut que les produits de la prostitution et du trafic de drogue soient inclus dans le PIB. Et ils avaient objectivement raison à partir de la notion arithmétique qui avait été construite. Et au moment où ils disaient ça, c'était le moment où collectivement, nos sociétés étaient en train de se rendre compte que cette façon de compter passait à côté de ce qui compte. Et en particulier notre capacité à survivre sur la planète. Donc on est à un moment où il y a il y a un consensus sur des valeurs essentielles qui est en train de monter, qui s'incarne par exemple dans les objectifs de développement durable, qui s'incarne dans les discours qu'on entend sur ce genre d'estrade, et au même moment, les outils de mesure sont totalement sont en train de se fragmenter. On ne sait plus comment mesurer. On a un mal de chien à trouver. Alors, on va fabriquer de la comptabilité, la triple comptabilité, c'est très bien. Enfin, tout le raisonnement tenu tout à l'heure par Fabrice Bonifay sur le fait qu'il faut inscrire au passif de nos activités les ressources qu'on prélève sur la nature. Oui, bien sûr. Le problème de la mesure, c'est que pour que ça ait un sens, il faut qu'il y ait une convention, un consensus, un accord sur le sens de ce qu'on mesure. Et pour aboutir à ça, il faut qu'on change de méthode. Je pense que le défi qu'on a devant nous, c'est de laisser tomber les notions de performance et d'indicateurs, qui sont des notions qui permettent d'analyser la situation d'un acteur, d'une entreprise, et il faut qu'on aille vers une vision de la valeur qui soit beaucoup plus fondée sur la notion de chaîne de valeur. C'est-à-dire, quelle que soit ma position d'acteur dans le monde, quelle que soit la nature de mon activité, je crée de la valeur et j'en détruis. Je suis un centre de coût et je suis un centre de création de valeur. Je vais prendre un exemple pour faire comprendre ce que je veux dire. Vous parlez de dématérialiser la croissance et chacun sait que l'évolution de notre économie depuis plusieurs décennies, c'est d'être une économie de moins en moins de production et de plus en plus de services. Et d'ailleurs, les entreprises qui produisent des objets matériels sont en train de nous dire ce qui compte, c'est pas l'objet que je produis, c'est le service qu'il rend. Et donc, je vais vous faire des automobiles, de la mobilité, des téléphones et des machines à laver as a service, et pas comme un objet qu'il faut absolument acquérir. Quand vous regardez ce qu'est aujourd'hui la situation des entreprises et plus largement des activités qui ne font que du service, eh bien ces acteurs-là aujourd'hui sont dans une situation où ils ne parviennent pas à mesurer et à convaincre leurs interlocuteurs de la valeur qu'ils produisent. Et je prends 3 exemples. Premier exemple, dans le monde de l'entreprise, les activités du facility management. Les services aux entreprises, les services les plus, les plus médiocres, les plus ordinaires, l'entretien, le ménage, la maintenance des ascenseurs, la sécurité, l'accueil, l'ensemble des services qui sont absolument indispensables pour qu'une entreprise puisse vivre au quotidien. Aujourd'hui, les entreprises de ce secteur
négocient avec leurs clients et leurs donneurs d'ordre exclusivement sur la base des coûts. Et dans les contrats qu'ils négocient, les clauses de performance sont des clauses de réduction des coûts. Donc on est capable de mesurer le coût de ces activités, on est incapable de dire quelle est la valeur qu'elles produisent. Et donc on signe des contrats qui sont passés au nombre d'heures passées par mètre carré à nettoyer, au lieu de signer des contrats basés sur l'idée qu'il faut nettoyer quand c'est sale et là où c'est sale. Le résultat, c'est que ces entreprises ont des modèles économiques qui sont étouffants. Elles ne parviennent pas à maintenir leur équilibre, alors même qu'elles rendent des services dont chacun sait qu'ils sont indispensables et dont la crise sanitaire que nous venons de vivre a montré évidemment l'intérêt essentiel. Le même raisonnement s'applique aux services publics et aux acteurs associatifs. Le service public, dans le discours de nos institutions, le service public, c'est un centre de coûts. Et nos politiques publiques se sont dotées d'instruments de plus en plus abstraits, de plus en plus sophistiqués, mais exactement comme les entreprises, pour réduire les coûts de fonctionnement des services publics. Donc on a réduit les effectifs, on a multiplié les procédures de reporting et contrôle. Toute la machinerie budgétaire est faite pour contrôler le coût. À aucun moment, dans la machinerie budgétaire, dans les outillages d'analyse de la Cour des comptes, il n'y a le moindre concept et le moindre outil pour repérer, analyser, comprendre où est la valeur produite. Et un beau jour, une crise arrive. Les acteurs du monde de la santé, de l'hôpital, de l'administration, de la production de biens collectifs sont la hiérarchie de la valeur qu'ils créent dans la société est mise à nu, et on se rend compte qu'on n'avait pas bien mesuré les choses. L'État s'est privé, en diminuant les effectifs, l'implantation territoriale d'un certain nombre de services, s'est privé de moyens d'action. Et le jour où il faut agir, il n'y a plus rien sous les manettes. Et on se rend compte que la capacité d'agir, elle est beaucoup plus diffuse, répartie dans la société, et en particulier entre les mains des acteurs associatifs du monde du social. Là encore, il y a une question de valeur extraordinaire que pose la place des associations. Dans la crise sanitaire du Covid-19, l'engagement des citoyens, la présence de bénévoles, l'existence sur le terrain d'associations comme les Restos du Cœur, le Secours catholique, Emmaüs, etc., dont l'efficacité repose sur la combinaison de compétences détenues par des salariés et de compétences détenues par des bénévoles, leur intervention a été essentielle pour maintenir le lien social, pour faire face à un certain nombre de besoins auxquels les mécanismes habituels du service public et de l'entreprise ne savaient plus répondre. Or, ces acteurs sont, du point de vue de leur financement, considérés exclusivement comme des facteurs de coût. Il n'existe pas aujourd'hui d'outils vous permettant de dire quelle est la valeur produite par une association qui mobilise 50 ou 60 000 bénévoles, comme c'est le cas des Restos du Cœur ou de la Croix-Rouge. Pour parvenir à reconstituer la façon dont les interactions entre tous ces acteurs créent la valeur qui permet à la société de vivre, il faut complètement ouvrir la façon dont on analyse les chaînes des valeurs. Il faut réintégrer l'ensemble de ces acteurs dans la cartographie des chaînes de valeur. Et là où l'exercice devient difficile, et là où l'exercice est tout le contraire d'un outil de mesure d'impact ou d'une batterie d'indicateurs, c'est que la valeur produite, elle s'analyse, elle est rendue visible par la façon dont chaque acteur va analyser son interaction avec chaque autre. C'est pour ça que je disais au début qu'on sort d'un monde où certes, les outils de mesure, on s'est aperçu qu'ils étaient absurdes, mais ils avaient le mérite de la cohérence, d'une convention qui permettait d'aligner tout le monde sur le même instrument de mesure. C'est le problème des normes comptables. Aujourd'hui, si je veux caractériser, comprendre, analyser comment se crée la valeur entre un hôpital, un service d'aide à domicile, l'organisation d'une collectivité locale, la présence d'une entreprise, la création d'emplois, etc., je suis obligé de construire la convention sur ce qu'est la valeur en organisant le dialogue entre l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est le défi qui est devant nous, parce que du point de vue technique,
du point de vue des outils de gouvernance de nos entreprises et de nos services publics, il va falloir qu'on change de méthode. Il va falloir qu'on passe d'une méthode où les outils sont élaborés par des experts et ensuite ils sont mis en application sur le terrain, c'est toute la philosophie du reporting, à une méthode dans laquelle les outils de mesure sont patiemment élaborés en analysant ce que les acteurs échangent entre eux quand ils agissent. Et c'est un travail d'analyse, d'expérimentation que nous sommes en train de mener. Je donnerai la parole à François, peut-être là maintenant, sur cette nécessité d'avoir un langage commun. On a bien compris déjà qu'il fallait peut-être revoir chaque terme et sa signification pour pouvoir avancer. Oui, je vais réagir sur deux aspects. Une première réaction triviale, mais qui m'arrange en même temps. Tout ça, c'est de la logistique. J'entends plein de termes de logistique depuis tout à l'heure, des stocks de CO2, des échanges, des flux, de l'information. Voilà, tout ça, c'est de la logistique. Je pense que le changement majeur, il est qu'on est sorti d'une logique linéaire, on sort d'une logique linéaire et on ne sait pas comment s'y prendre. C'est-à-dire que la logique linéaire, c'est une dimension. Et la traduction économique de cette logique linéaire, elle était très bien dite là, c'est qu'il y a un référent, c'est l'euro. Un standard, c'est la monnaie finalement sur laquelle, enfin l'euro, le dollar, mais qui se convertissent l'un à l'autre et sur lequel tout le monde se réfère. C'est-à-dire qu'on va regarder les coûts, on va regarder qu'une dimension. Aujourd'hui, la manière dont on analyse des choses est unidimensionnelle. Et effectivement, le monde est beaucoup plus complexe que ça. Alors on peut, indéniablement, on ne peut pas tout mesurer, mais ça serait bien qu'on s'amuse à mesurer avec un petit peu plus qu'une seule valeur. Et je pense que la complexité de ça réside dans le fait qu'on a réussi à avoir un standard sur lequel tout le monde s'entend, et finalement toutes ces normes comptables et autres finissent par se référer à ça, mais on n'a pas finalement la capacité de véritablement rendre multiples d'une certaine manière ces indicateurs, d'être capable d'en prendre suffisamment, et aussi de pas forcément avoir les mêmes pour toutes les configurations et toutes les mêmes circonstances. Pour moi, il faut arrêter de considérer, et c'était très bien dit là, que certains business, certaines actions, certains domaines puissent être référents, je dirais, de la même logique. Voilà, on force aujourd'hui beaucoup les hôpitaux à être économiquement viables. Est-ce que vraiment c'est la première demande qu'on fait face à un hôpital ? Et pour moi, c'est un élément qui est très très intéressant dans la logique dans laquelle on est. On a rajouté des dimensions sociales, sociétales, environnementales dans les logiques RSE en essayant de rajouter quelque chose à l'économique, mais finalement, à la fin de l'histoire, on ramène tout à la dimension économique. Donc moi, je suis très curieux de voir comment on va pouvoir faire ça. Et ce qui m'intéresse dans notre métier à nous, effectivement, de langage commun, c'est que je vois mal comment on peut construire ces standards et ces visions communes sans sortir, on parle d'externalité, comme si c'était quelque chose qui venait à la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qu'on fait et après on va regarder ces externalités, mais si on plaçait les externalités au centre, on rentre dans une dimension de collaboration entre les acteurs, de référentiel commun, on en parlait un peu ce matin, sur lequel je pense qu'en plus le numérique peut avoir un intérêt extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment construire demain des modèles communs sur lesquels chacun se réfère, entre guillemets, non pas à une dimension où on va tous se comparer, mais à des logiques beaucoup plus plurielles, d'une certaine manière, d'analyse. Et ça m'intéresse beaucoup dans mon métier, sur le fait qu'on fait collaborer ensemble des entreprises pour qu'elles essayent finalement de construire une forme d'efficience. Alors effectivement, c'est plus la somme des efficiences individuelles jusqu'à présent qu'on a essayé de bâtir. Je pense qu'il y a des enjeux d'efficience collaborative. On voit apparaître ça dans pas mal de secteurs en se disant, voilà, je ne peux pas comptabiliser uniquement ce que je fais moi dans mon coin. Il y a un effet systémique, écosystémique. Et je pense que cette notion d'écosystème, qu'il soit générique au sens de la planète entière ou bien par archipel d'écosystèmes un peu plus réduits, qui soient sectoriels, qui soient locaux, etc., c'est des raisonnements pluriels, plus complexes que ceux qu'on a pu avoir, un peu linéaires du modèle, je sais que Philippe a beaucoup dit ça, de la distribution, d'un modèle très porté sur la quantité et sur on a surproduit, donc on a surdistribué, donc on a surconsommé. Voilà, il y a probablement des modèles à inventer, ou en tout cas à évaluer, nouveaux par rapport à ça. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, je voudrais écouter tout le monde là-dessus, parce qu'effectivement, il y a des dimensions financières aussi. Mais ça m'intéresse beaucoup parce que nous, on est censé aider les entreprises à se parler pareil.
Donc voilà. Et c'est de la particule élémentaire qui fait qu'avant de s'évaluer pareil, c'est bien qu'elle sache communiquer. Que les ERP puissent structurer leur information de la même manière partout, c'est une nécessité pour que les entreprises puissent s'évaluer de manière commune. S'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas d'interaction, ça ne sera pas possible. Peut-être une réaction, Fabrice Bonifay? Ouais. Comment on fait, quoi. Comment on fait pour mettre en place cette approche-là? La difficulté, c'est tellement complexe, comme ça a été dit. Si on veut y arriver, il faut quand même simplifier un peu et avoir un langage commun, donc je suis d'accord avec vous. Mais je suis à 100% d'accord avec ce qu'a dit Julia. Tout ne pourra pas être mis en équation, hein. Ça, c'est pas possible. Il ne faut pas perdre l'objectif principal que aujourd'hui, c'est la décarbonation à tous les échelles. C'est ça l'objectif principal de l'humanité, parce que sinon, il n'y aura pas de futur en rien. Donc, moi, je conteste en fait le fait que j'entends souvent chez l'entreprise, il faut qu'on s'occupe de tout, il faut faire un peu de social, il faut faire un peu d'inclusivité. Non, il faut s'occuper du climat parce que c'est la mère des batailles, de tout le reste, tout dépendra de ça en fait. Hein. Et que notre addiction en fait aux énergies fossiles aujourd'hui fait que si on ne sort pas de cette logique de consommation d'énergie pour tout, on n'y arrivera pas. Donc il faut qu'on fasse le deuil en fait de ce modèle économique. Et je vais même oser dire une chose qui va peut-être choquer certains, mais oui, les entreprises vont gagner moins d'argent dans les années qui viennent. Voilà. Tous ceux qui prétendent le contraire, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Ça passe bien chez Bouygues? Mais bien sûr, mais il faut le dire la vérité. Ouais. Mais de toute façon, ça sert à quoi de dire autre chose? Je ne tiens pas un autre discours. Oui, les entreprises vont gagner beaucoup moins d'argent. Et toutes les entreprises, et c'est déjà le cas. On est déjà en survitesse on vit déjà à crédit depuis 40 ans. En France, on va atteindre 2700 milliards de dettes qu'on ne remboursera jamais. Donc il va falloir qu'on se recouvre en entropie, donc il faut qu'on remette en équilibre ce qu'on est capable de produire, ce que la planète est capable de nous donner, parce qu'en fait on dépend complètement de la planète pour nos activités. Donc il faut réinventer les modes de vie qui vont avec. Passer du travailler plus pour gagner plus à travailler certainement moins pour vivre mieux. C'est pas le discours rembure du MEDEF. Non mais au bout d'un moment on est rattrapé par la patrouille des lois physiques et de la thermodynamique. On est dans un monde fini en ressources. Ouais. Bon, il ne faut pas sortir de Polytechnique pour comprendre ça. Ça c'est clair. Donc, à partir de là, c'est comment on met en place un modèle économique où on peut faire travailler tout le monde, on peut faire en sorte que les gens mangent à leur faim, puissent être épanouis, mais sans gaspiller. Et donc, la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a des marges de manœuvre énormes compte tenu des gaspillages de nos modèles de production. La non-qualité aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde produit par les entreprises, sur une entreprise qui fait 100 de chiffre d'affaires, c'est 25 à 30% de chiffre d'affaires de non-qualité ou de sur-qualité. Donc déjà, on peut déjà gratter sur ça, en mettant en place des systèmes d'efficience pour éliminer tout ce qui ne sert à rien. Puis après, il va falloir revoir le modèle de commercialisation, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, revoir, in fine, je vais oser le dire, c'est pour ça qu'au C3D, on a lancé les gestes barrières, il faudra qu'in fine, on modifie aussi nos comportements. Nos comportements d'achat, nos comportements de vie. Il va falloir qu'on prenne moins l'avion, oui, qu'on mange moins de viande, oui, qu'on achète moins de produits manufacturés, oui. Qu'on arrête de vivre en maison individuelle. Et puis au titre d'autres choses comme ça, oui. Parce que sinon, ça finira mal. Alors, on va prendre le mur de toute manière. Hein. On va le prendre, c'est trop tard déjà. La seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est ralentir la vitesse à laquelle on va prendre le mur et modifier un peu l'angle. Voilà, ça s'appelle la résilience. Anne-Catherine Husson-Traoré. Oui, pour en revenir sur la question de la mesure, en fait, je pense que le problème initial, on peut prendre le cas du CO2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté, la compréhension du fait qu'il faut faire autrement est quand même de plus en plus partagée. Mais c'est absolument impossible souvent à des gens qui ont 50, 45, 50 ans, ça fait 25, 30 ans, qu'ils ont une façon de raisonner, de compter, de diriger des entreprises, ils n'ont pas le logiciel mental pour penser autrement et faire autrement. Et donc là, on a un énorme souci de formation. Je fréquente pas mal de dirigeants à très haut niveau, j'entends des trucs, mais franchement, ils ont fait des très grandes écoles françaises, je ne sais pas ce qu'on y enseignait, mais il y a 2-3 trucs qui se sont... Et surtout, ils n'ont pas réactualisé leurs connaissances. Vous avez vraiment un problème aujourd'hui de ce type de choses. Et là où je veux en venir, c'est que ces dirigeants-là, vous n'arriverez pas, ou très difficilement, à les faire sortir de ce discours de « we are the best ».
on est les leaders de ça, on est les surperformants de ça. Donc, par exemple, prenons un exemple très concret, dans les années 90-2000, quand il s'est agi de commencer à communiquer sur les émissions de CO2, qu'est-ce qui s'est passé? C'était totalement libre, donc les entreprises ont pris leur pic, en général autour de 87, 90, 92, et ils ont annoncé des chiffres spectaculaires, moins 50% à 2000, souvent assez court d'ailleurs, 2005, 2010. Et l'objectif, c'était évidemment de pouvoir le tenir. Ils ont calculé les choses pour qu'ils puissent arriver en 2005, 8, 10, en disant, voilà, on a réduit de 40% nos émissions de CO2 comparativement à telle année. Et c'était vrai. En revanche, évidemment, ça n'est absolument pas, on ne sait pas du tout si c'est compatible ou non avec l'accord de Paris, et si c'est en fait ce qu'on aurait dû, d'autant plus que l'intérêt de la réduction des émissions de CO2, c'est qu'elle doit être beaucoup plus lointaine. C'est-à-dire qu'il faudrait savoir ce qui va se passer en 2020, 2030, 2040. Et ça, déjà, premier sujet. Deuxième sujet, je ne connais qu'un cas, et ils ont fini par fusionner, c'était Lafarge et Holcim, où on avait deux concurrents qui avaient choisi de prendre la même méthodologie, de façon à ce qu'on puisse comparer vraiment les émissions de CO2 des deux entreprises. Et donc là, on pouvait commencer à être effectivement dans une logique de comparer les performances. Et en fait, j'avais discuté une fois avec quelqu'un d'une foncière à propos de ça, qui disait, mais oui, mais vous vous rendez compte que si un jour on annonce qu'on n'a pas atteint notre objectif de réduction, c'est un profit warning. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Et on voit bien que finalement, là où on est dans une période passionnante avec le Covid, c'est que le côté on va faire à petites touches, à petits pas, on va y aller gentiment, et Fabrice vient très clairement de dire que si on y va gentiment, on n'y arrivera pas, vraiment pas. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment transformer le modèle profondément. Et la capacité des gens qui ont bénéficié, qui ont prospéré pendant ce modèle à changer complètement de cap est vraiment le sujet qu'on doit adresser prioritairement, qui passe probablement par une mobilisation. Elle est très forte au niveau européen aujourd'hui, elle est à discuter, on verra la semaine prochaine en ce qui concerne le gouvernement français, mais il y a vraiment un sujet politique, mais il y a aussi un sujet économique, et il y a vraiment le sujet du modèle et de ce qu'on mesure. Et je finirai juste mon exemple qui m'a beaucoup amusé, c'était grande stratégie des entreprises, on change tous les ans de périmètre. Et à un moment, on étudie précisément les foncières commerciales. Et alors, c'était fascinant parce qu'on avait fait un tableau, et on se dit, machin, il y a beaucoup moins de CO2 que bidule. Sauf que machin, il comptait que les murs, il comptait pas les magasins du centre commercial. Donc en fait, et rien ne l'y obligeait. Donc la construction de la norme, c'est quand même consiste à dire déjà qu'est-ce qu'on regarde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est que sur des démarches volontaires. Le grand truc, c'était de dire qu'il fallait laisser l'innovation, on ne pouvait pas contraindre, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, c'est ce que vous entendez quand même le plus souvent. En fait, c'est très possible, et il est très possible que face à des crises comme celle que nous traversons, si on ne reconstruit pas intelligemment, collectivement et dans la négociation, effectivement un certain nombre de référentiels en disant qu'est-ce qui est clé, qu'est-ce qui compte. Alors tout n'est pas comptable, je suis entièrement d'accord, mais il y a des choses absolument clés qu'on doit pouvoir compter, qu'on doit pouvoir mesurer et où on doit pouvoir se comparer. Parce qu'en fait, et ça sera vraiment mon dernier point, il y a une étude très intéressante qui a été faite par un groupe d'ONG au début 2020, où ils ont regardé tout ce que produisaient les entreprises. Il y a un big data en fait. ESG, vous avez vraiment de la donnée, mais en veux-tu, en voilà. Ils ont comparé ça sur 100 entreprises européennes. Et en fait, leur conclusion, c'est de dire on a un big data, mais en fait, il n'y en a aucune qui est vraiment intéressante, parce qu'on n'a pas un reporting pertinent, fiable, comparable d'un exercice à l'autre pour la même entreprise, et comparable, permettant de comparer les entreprises d'un même secteur. Tant qu'on n'aura pas ça, cette logique de pertinence, de fiabilité et de comparabilité, on ne va pas aller très loin. Et c'est vrai que c'est ça qu'il faut qu'on construise maintenant. Alors il nous reste un petit peu de temps parce que je l'apprends en même temps que vous, selon la formule consacrée, le ministre aura quelques minutes de retard. Je voudrais qu'on revienne à notre ami le consommateur. Parce que... Il est là. Il est là, pardon, je suis désolée, je ne vous avais pas vu. On m'a rien dit. Non, il aura quelques minutes de retard, du coup. Non, il est tout à fait à l'heure. Mon Dieu, oui, voilà, la gaffe. J'apprends donc en direct que Hubert Védrine est avec nous. Juste, je voudrais un petit mot sur le consommateur. Moi, je trouve qu'on fait peser beaucoup de choses sur les épaules du consommateur. Et je dis ça d'ailleurs à titre personnel parce qu'on essaye de bien faire. On ferme le robinet à temps quand on se brosse les dents. On essaye d'acheter moins de vêtements, plus durables. Mais est-ce que tout ça, c'est pas un peu cosmétique quand on voit l'ampleur finalement du chantier qui reste à mener? Si, bien sûr, bien sûr. Alors c'est quand même une des forces de rappel. C'est-à-dire que plus la société civile, en gros, exprimera des exigences en matière de responsabilité de la part des entreprises,
plus ça deviendra une condition pour être rentable. Et d'ailleurs, si beaucoup aujourd'hui essayent de montrer patte blanche, et quelquefois en mentant ou en exagérant, c'est précisément parce qu'elles comprennent bien que si elles ne le font pas, leurs performances financières vont se dégrader. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très important ici, mais on ne peut pas en rester là. On peut pas en rester là. Je pense qu'il y a un autre point qui fait consensus, je crois, à travers ce que j'ai entendu, c'est qu'il faut de la réglementation, il faut de l'obligation. Donc il faut déjà définir des normes, et ça c'est au pouvoir public, au niveau national ou européen, de définir les normes, les instruments de mesure, les conventions de mesure plutôt, et puis de veiller à ce que les entreprises le respectent. Et ça sera de nouveau une condition pour être rentable. Si on ne respecte pas les normes, on n'est pas rentable. Voilà. Et enfin, je pense que ça a été dit aussi, il y a à réfléchir toujours dans la perspective de la rentabilité. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'être rentable, si on admet que c'est consubstantiel de l'entreprise capitaliste, est-ce qu'on ne peut pas être rentable avec d'autres business models plus en phase avec ce cadre réglementaire qui va imposer de plus en plus de choses aux entreprises et cette demande sociale des citoyens et des consommateurs. Et je pense que la boussole qu'on doit avoir, y compris d'ailleurs pour réfléchir à des nouveaux indicateurs, même si c'est très très difficile, c'est de se rappeler que la vocation d'une économie, c'est pas de produire des objets, ou même des services, ce sont des objets intangibles, des artefacts en gros. L'objet, l'artefact, c'est que le support de ce qui est vraiment important pour une société, c'est de produire des effets utiles. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. La vocation d'une économie, c'est de produire des effets utiles et d'éviter de produire des effets inutiles, bien évidemment. Et donc, je pense que quand on a ça en tête, qu'on se dit l'important à l'échelle d'une entreprise, c'est la production d'effets utiles, on peut comprendre que le produit, finalement, est accessoire. C'est le support matériel des effets utiles. Sauf que depuis la révolution industrielle, toute l'attention s'est concentrée sur comment on produit des objets supports d'effets utiles le plus efficacement possible. C'est-à-dire, pour pouvoir accéder aux effets utiles, il fallait arriver à faire des gains de productivité permettant de baisser le coût d'acquisition des objets qui produisent des effets utiles. Je crois qu'on n'en est plus là. D'abord, on est blindé d'objets, nos besoins sont largement satisfaits. Je crois qu'il faut revenir à cette finalité de la vie économique, produire des effets utiles. Et donc, si on s'inscrit dans cette dynamique-là, ça ouvre des perspectives en termes de business model considérables. Des produits de qualité, oui, bien entendu. On va juger un produit, si on prend les biens durables, selon la quantité d'effets utiles qu'il va délivrer tout au long de sa vie. Et du coup, un produit plus cher peut être un produit moins coûteux s'il s'avère qu'il est capable de produire des effets utiles sur longue période. Donc par exemple, ça donne une idée toute simple, pour guider les choix des consommateurs et orienter les formes de concurrence sur les marchés. J'avais exprimé cette idée, elle n'a pas été suivie. C'est d'exprimer le prix des produits par année d'utilisation. Alors évidemment, ce qui veut dire soit qu'on a une capacité d'évaluer la durée de vie d'un produit ex ante, pas de soi, soit qu'on se fonde sur la durée de garantie que le producteur assure. Et on va se rendre compte qu'effectivement, on va être en mesure d'actualiser, de rendre réel quelque chose qu'on voit dans nos enquêtes. Les consommateurs aspirent à la qualité et sont prêts à payer plus cher pour accéder à des produits de qualité. Ce qui est une manière d'optimiser le ratio effets utiles produits sur matière consommée. Si on arrive à faire monter en gamme, ce que vous essayez de faire, monter en gamme la consommation des ménages. Les consommateurs sont prêts à le faire, simplement ils ne sont pas sûrs qu'en payant plus cher, vous l'avez dit, ils accèdent réellement à la qualité. Donc il faut l'objectiver, cette qualité. Problème d'information, de circulation d'information, de standards d'information sur la qualité des produits. Et puis, il faut donner des indicateurs objectifs qui stimulent les fameux nudges, qui stimulent l'occasion d'achat. Donc, diviser le prix d'acquisition par le nombre d'années de garantie, c'est une manière de stimuler voilà. Et puis ensuite, il y a évidemment tous les modèles d'économie de la fonctionnalité, on en a parlé, où effectivement, on permet aux consommateurs d'accéder aux effets utiles, et on fait en sorte que celui qui fournit les effets utiles reste propriétaire des moyens matériels de les fournir. Et là, on internalise la vertu dans le vice, en quelque sorte. Pour être rentable, il faut être économe en ressources. Donc c'est des modèles qui ont un peu avancé dans le B2B. Dans le B2C, ça peine à percer, sauf dans le numérique. Les sites de streaming, finalement, c'est l'économie de la fonctionnalité. Mais sur les biens durables, ça peine à venir, parce que c'est compliqué. Donc là, je crois qu'il y a aussi un effort collectif, à la fois du monde de la recherche et du monde des entreprises, pour sortir de modèles linéaires sur lesquels on est à l'aise, parce qu'on connaît les ficelles, pour explorer l'inconnu de modèles en rupture radicale. Et vous parliez de plasticité mentale des dirigeants. Là, c'est pas seulement la plasticité mentale des dirigeants qui est en cause, c'est la plasticité des organisations. Quand on est né dans un certain business model, faire le saut dans un business model totalement différent, extrêmement compliqué. Ce qui veut dire sans doute qu'on a besoin de renouveler le tissu économique, et tout ça, ça prend du temps, et je ne sais pas si on en a. Et je terminerai sur une petite note d'optimisme, enfin je ne sais pas si c'est très optimiste d'ailleurs.
est-ce qu'on a encore besoin d'accumuler des biens matériels, des consommations pour être heureux? Je pense que vous le savez, la jeune science du bonheur nous a montré quand même que quand on a déjà beaucoup, consommer plus ne nous rend pas significativement plus heureux, alors que l'impact environnemental est manifeste. On est en train d'actualiser une autre étude sur les loisirs, les Français et les loisirs. Et on va remesurer ce qu'on avait déjà mesuré, c'est que l'implication dans des loisirs passionnels, ça génère du bonheur. Ça génère du bonheur, du vrai bien-être. Et donc, peut-être que quand on atteint ce niveau de prospérité, quand la société de consommation a rempli ses promesses, on vit dans le confort, il ne faut pas cracher dans la soupe, est-ce que la priorité est de continuer à consommer toujours plus, ou est-ce qu'il ne faudrait pas consacrer nos vies à des choses qui nous épanouissent réellement, et notamment les activités de loisirs passionnelles? Ce qui veut dire qu'effectivement, si on a encore des ressorts de productivité dans la vie économique, est-ce que cette productivité doit être consacrée à produire plus, ou à nous libérer du travail pour qu'on puisse engager nos vies sur des choses qui correspondent vraiment à nos aspirations? Et là, je reboucle avec ce que je disais sur les utopies. C'est ce facteur de ralentissement qui séduisait dans l'utopie écologique, et que quand je rapproche ça avec la démonstration du fait que les loisirs actifs, passionnels, génèrent un vrai supplément de bien-être, eh bien, je crois qu'on a une boussole pour l'avenir. Ça va être le mot de la fin, je pense, puisque notre grand témoin est là. Je pense qu'on peut vous applaudir vraiment chaleureusement pour tous ces messages très clairs. Merci beaucoup.